Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'ALS Show proposé par CCRE. Il s'agit d'un nouveau format qui a pour vocation d'accompagner la newsletter sur les ILS que diffuse CCRE de manière trimestrielle. Et la particularité de ce format est de produire une émission avec des spécialistes reconnus sur des thèmes en lien avec les ILS et le développement de la place de Paris. Alors, pour ce premier numéro, j'ai la chance d'avoir parmi nous, dans un panel de grande qualité, différents intervenants, 4 sur le plateau et 2 à distance. Nous avons donc Olivier Desmaîtres, chef de brigade auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Bonjour. Bonjour Olivier. Benoît Lillot, directeur de la rétrocession chez SCOR. Bonjour. Bonjour Benoît, donc tu as participé à beaucoup d'émissions d'ILS, principalement à Dublin et à Londres, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Nous avons également Édouard Chapelier. Bonjour Édouard, et Patrice Douat. Vous êtes tous les deux partenaires chez Linkletters. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et nous avons à distance donc Stéphane Ruhoff depuis Zurich. Stéphane, bonjour. Tu es directeur des ILS chez Schroders. Bonjour à tout le monde. Et Quentin Perrault depuis Londres. Quentin, senior vice-présidence chez Willis. Bonjour. Avant de commencer finalement, d'entrer dans le vif du sujet de ce débat sur les ILS et la place de Paris, j'ai une première question et pour le coup je m'adresse à Quentin. Quentin, c'est quoi un ILS? Eh bien, un ILS, en fait, ILS c'est un terme anglais qui signifie Insurance Linked Securities, ce qui peut se traduire par instrument financier associé à du risque d'assurance. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un investissement qu'on peut faire dans la performance d'un contrat de réassurance. Typiquement, mais pas exclusivement, ce serait par exemple un contrat de réassurance dans du risque de catastrophe naturelle. Donc la survenance d'un tremblement de terre ou d'une tempête ou d'un ouragan, ce genre de choses. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une couverture qui a été placée par le groupe Covea. Donc Covea, c'est MMA, MAF et GMF, l'année dernière, sous la forme d'un cat bond, donc un ILS, qui transfère du risque si jamais ils subissent des pertes suite à une tempête en France au-delà d'un certain montant. Et à ce moment-là, l'investisseur qui aura investi dans l'ILS perdra son argent. En fait, les ILS sont apparus il y a à peu près 25 ans, suite à 2 catastrophes naturelles aux États-Unis. Donc, il y avait le tremblement de terre Northridge en 1994 et puis un petit peu avant l'ouragan Andrews en Floride qui avait créé de grandes pertes. Et le marché de la réassurance n'était pas en mesure de se recapitaliser de façon efficace suite à ces pertes. Et du coup, certains ont pensé faire accès au marché financier pour répondre donc aux besoins des cédants, donc des compagnies d'assurance qui avaient besoin de se protéger pour des événements futurs. Aujourd'hui, la taille du marché des ILS, c'est à peu près 90 milliards de dollars. Le marché a fortement cru dans les années 2010 et depuis quelques années, s'est stabilisé donc autour des 90 milliards de dollars. Il y a plusieurs formes d'investissement dans les ILS. La plus connue est probablement les cat bonds. Donc, c'est une structure. Donc, si jamais on subit des pertes, la cédante subit des pertes au-delà d'un certain seuil, l'investissement commence à avoir des pertes. Mais il y en a d'autres. Par exemple, le sidecar. Et donc, Mathieu, vous-même, vous avez fait un sidecar chez CCRE dont on pourra parler tout à l'heure. Ce qui est important à noter, c'est que dans tous les cas, la spécificité des ILS, c'est qu'il y a besoin d'un véhicule de transformation. C'est-à-dire qu'on va transformer du risque de réassurance dans un investissement financier. Et pour ce faire, un investisseur financier n'a pas le droit théoriquement de souscrire de la réassurance. Il faut une licence spéciale pour ce faire. Et donc, c'est là où les FCT et la place de Paris rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'on va utiliser un véhicule qui va transformer ce risque de réassurance en un investissement financier. Voilà. D'accord. Merci Quentin. Tu as précisé donc c'était principalement des risques de catastrophes naturelles. Est-ce qu'on peut envisager éventuellement d'autres types de risques qui pourraient être titrisés? Tout à fait. On a eu par exemple il y a quelques années Generali qui a fait un cat bond exposé à leur risque de
français, ça se dit MTPL auto, c'est responsabilité civile auto. Ouais. Donc, c'était un investissement. Si jamais ils avaient une déviation de leur sinistre auto, donc une forte hausse de leur sinistre, à ce moment-là, les investisseurs assumaient cette perte-là. On a aussi quelques cas de bond qui se sont faits, par exemple, dans les risques terroristes ou dans le passé, il y a eu la FIFA qui a fait un cas de bond sur l'annulation potentielle de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ah bon? Voilà, donc il y a eu plusieurs voilà, cas de Plusieurs. bond et ça a été D'accord. en dehors des catastrophes D'accord. naturelles. Quelqu'un savait Quand aussi que la on FIFA avait fait un entend, cas de bond? on pourrait quand même mentionner qu'il y a aussi de la mortalité qui est titrisée. En temps de Corona, c'est particulièrement intéressant. C'était un risque qui était bien situé dans les marchés ILS. En revanche, au jour d'aujourd'hui, on prend un peu plus de distance par rapport à ces investissements, mais je pense que dans le long terme, ça va revenir sur le marché. D'accord, merci Stéphane. Alors, une dernière question avant d'attaquer donc le sujet de la place de Paris. On est d'accord qu'a priori, pour un investisseur, il est préférable d'avoir des risques à développement court. Du coup, tout ce qui est RC ou des risques financiers plus ou moins longs, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être titrisé? Quentin? Alors, oui. Alors, bon, maintenant, ça dépend de la durée du développement. C'est-à-dire que si, par exemple, on parle du risque d'une catastrophe nucléaire où il faudra 20 ans avant qu'on puisse quantifier la perte, c'est vrai que c'est pas forcément très facile à transférer sous format indemnitaire. Maintenant, on peut faire des proxys sur, par exemple, des structures paramétriques. Ce qui est à noter quand même, c'est que les investisseurs auront des préférences pour les investissements qui sont non corrélés au reste des marchés financiers. Bon, les catastrophes naturelles, c'est un petit peu, enfin, c'est plus simple de faire cet argument-là que, par exemple, dans des risques plus casualty, où à ce moment-là, il y a quand même un peu plus de corrélation. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est impossible, mais c'est peut-être un peu moins clé que la catastrophe naturelle qui se prête naturellement à ce genre d'exercice. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, j'en profite donc pour me retourner vers Patrice. Patrice, tu as participé à l'émission et à la structuration du premier véhicule ILS de droit français, en l'occurrence un sidecar, et qui avait donc la particularité de prendre la forme d'un fonds commun de titrisation supportant des risques d'assurance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans Oui. les grandes lignes le fonctionnement? Je peux vous présenter un peu en règle générale le fonds commun de titrisation, donc le FCT comme on dit. C'est un véhicule qui est déjà très ancien en droit français puisqu'il a été introduit en 1988. Donc c'est un régime légal qui est déjà bien rodé. Et il est prévu par le Code monétaire et financier, un peu par le Code général des impôts, on parlera de la fiscalité tout à l'heure, et bien sûr, pour ce qui nous intéresse, pour les ILS, par le Code des assurances. Alors à l'origine, le FCT, en fait, il était uniquement destiné à titriser des créances bancaires. En fait, c'était son objet unique. Et puis, donc à ce titre, il a bénéficié tout de suite d'une exception au monopole bancaire, et donc il bénéficie également aujourd'hui donc d'une exception au monopole des assurances. Donc ça peut servir d'émetteur transformateur, comme l'a indiqué Quentin tout à l'heure. Et donc, ensuite, il y a eu un certain nombre de réformes au fil du temps, et de telle sorte qu'aujourd'hui, son objet est quand même très très large. Il a été bien élargi, donc les FCT peuvent même directement octroyer des prêts sous certaines conditions, bien sûr, donner des garanties et des sûretés, et ce qui nous intéresse ici, se voir ou acheter des risques. Alors, il y a deux grandes catégories, donc les risques de crédit avec les produits dérivés, et puis les risques assurantiels, donc pour les FCT qui supportent des risques d'assurance. Donc le FCT, donc depuis tout ce temps, est très fréquemment utilisé pour titriser alors un grand nombre de classes d'actifs différents.
Et bon, essentiellement des créances financières hein, pour les banques. Donc ça peut être des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires, des prêts auto. Il y a aussi des créances de loyer ou de leasing, et puis une grosse partie aussi de créances commerciales, donc tout ce qui est les comptes clients des grandes sociétés commerciales. Alors pour ce qui est du FCT supportant des risques d'assurance, le régime, lui, existe depuis 2008. Et bon, il n'a pas été utilisé pendant 10 ans et la première utilisation a été avec CCRE, donc en 2019. Je pense que c'est lié à des questions de contexte plus qu'autre chose. Et donc, si on doit expliquer très rapidement le fonctionnement du FCT, donc c'est un fonctionnement qui est assez simple en fait. Il y a une société de gestion qui est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, qui prend l'initiative de créer un FCT. Donc, elle élabore un règlement. Le règlement du fonds va détailler toutes les caractéristiques du fonds, son mode de fonctionnement, décrire ses actifs et son passif, et puis énoncer toutes les règles, par exemple les règles d'allocation des flux au sein du FCT, et les règles comptables et les règles réglementaires qui sont applicables au fonds. Donc la société de gestion, c'est vraiment l'interlocuteur principal pour ce véhicule. C'est lui qui représente légalement le fonds. Donc c'est lui qui va conclure les contrats. Donc on voit sur le schéma avec le cédant qui va transférer les actifs, les risques d'assurance, et puis les investisseurs de l'autre côté qui vont donc investir dans ces risques. Donc la société de gestion représente le fonds, elle conclut les contrats, mais elle assure également toute la gestion administrative, financière et comptable du fonds. Et c'est elle qui est l'interlocuteur donc des investisseurs pour prendre les décisions qui concernent la vie du fonds. À côté de la société de gestion, vous avez un dépositaire. Donc on confie en fait les actifs du fonds à un dépositaire qui est un établissement de crédit. Et c'est ce dépositaire donc, qui assure la conservation des actifs du fonds. Donc, dépositaire qui est donc agréé lui aussi. Et le dépositaire a un rôle subsidiaire qui est de contrôler a posteriori la régularité des décisions de la société de gestion. Et puis, il assure aussi le suivi des flux. Donc, dans un schéma avec un FCT supportant des risques d'assurance, donc on peut avoir d'autres intervenants comme l'agent de contrôle, comme ce qui est indiqué là sur le schéma. L'agent de contrôle, là, il aura un rôle plutôt d'agent de calcul et il fera des vérifications sur la réalité des risques et les calculs qui sont faits par le cédant dans le cadre du contrat qui est passé avec le FCT. Il vient en support de la société de gestion. Exactement, pour l'épauler sur pour des rôles spécifiques et notamment justement s'assurer que les risques sont tels qu'ils sont énoncés, etc. Donc mais c'est spécifique à ce genre de FCT. Donc, c'est une sorte de garde-fou quelque part pour Exactement. s'assurer que les informations communiquées par la cédante soient bien conformes. Exactement. Alors donc à l'actif, on va avoir à l'actif d'un FCT, on va avoir pour ce qui nous concerne donc un transfert de risque avec le cédant qui conclut un contrat, donc on en parlait tout à l'heure, ça peut être sous des formes différentes, ça peut être un contrat de rétrocession, ça peut être un contrat de réassurance, ça peut être un dérivé. Donc le tout, c'est que le transfert soit effectif au FCT. On va en reparler après. Et puis au passif, donc le FCT va émettre des titres de dette auprès d'investisseurs. Alors, les titres de dette en question, le plus souvent, c'est des parts ou des obligations. Donc, ça peut être aussi des obligations qui sont cotées sur les marchés. Mais on peut avoir toutes sortes de passifs différents. On peut avoir des passifs de droit étranger aussi, comme par exemple des variable funding notes de droit anglais. C'est tout à fait possible. Et donc, les titres sont bien sûr souscrits par les investisseurs. Et vu le régime qui est en place pour les FCT, on peut avoir une structuration du passif très flexible et très imaginative s'il y a besoin. Voilà. Et donc, pour ce qui est du fonctionnement d'un FCT qui supporte les risques d'assurance,
Il a un fonctionnement qui est pratiquement le même que celui de tous les autres FCT, donc assez simple. Et les plus grandes spécificités sont à la mise en place, en fait. À la mise en place, le FCT qui supporte les risques d'assurance doit obtenir un agrément préalable. Donc ça, on va en parler avec Olivier bien plus en détail tout à l'heure. Donc, sur la structuration du FCT aussi, il y a quatre grandes règles principales à observer. Bon, je passe vite. C'est les pertes nettes maximales du FCT doivent être limitées pour pas que ça dépasse la valeur des actifs. Il faut que les risques qui sont transférés soient effectivement transférés, donc au sens juridique du terme. Il faut qu'il y ait une trousselle, comme on dit en droit anglo-saxon. Il faut que le FCT, dès l'origine, soit financé intégralement. Donc, il ne peut pas y avoir d'appel de fonds successifs pour des risques qui sont couverts dès l'origine. Et la dernière règle importante, c'est que les engagements qui sont pris par le FCT vis-à-vis du cédant des risques passent en priorité par rapport aux engagements du FCT pour le remboursement des investisseurs. Donc ça, c'est 4 règles. Et donc si on peut comparer les FCT aux structures qui sont habituellement utilisées, donc aux Bermudes ou dans d'autres juridictions comme l'Irlande, comme parlait Quentin, je pense qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre d'avantages pour les investisseurs et pour les cédants. Et ces avantages, pour moi, sont assez importants. Il y a d'abord le fait que c'est un régime légal qui existe depuis longtemps, et donc ça permet un confort, une sécurité juridique, comme on dit, assez importante pour les investisseurs, puisqu'il n'y a pas l'aléa contractuel qui peut exister dans d'autres structures. Et le second avantage, donc ça va faire plaisir à Olivier, c'est le fait qu'il y ait un agrément en fait de la CPR, qui est une autorité reconnue et qui permet d'assurer justement que la structuration, la mise en place a été bien contrôlée et qu'elle respecte le cadre légal. Et puis le dernier avantage qui n'est pas le moindre, c'est que le FCT étant un patrimoine d'affectation, il n'est pas soumis à la faillite, donc il n'est pas soumis aux règles législatives et réglementaires sur les procédures collectives. Et donc ça permet un grand confort juridique pour les investisseurs et également pour les cédants. Et ça permet aussi une certaine simplification par rapport à d'autres structures qu'on voit à l'étranger, puisque les investisseurs étant garantis que le FCT ne peut pas être défaillant, en tout cas sur le plan de la faillite. Il n'y a pas besoin d'octroyer de sûreté, par exemple, au profit des investisseurs, puisque les actifs sont déjà protégés du fait même de la nature du FCT. Voilà ce qu'on peut dire. Dans les grandes lignes. Il y a quand même quelques avantages non négligeables à ce schéma-là. Finalement, moi, ce que je retiens et qui me paraît aussi très très important, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau et qui a été utilisé depuis donc 1988. Donc, bon, ça a fait ses preuves a priori. Oui, le régime est vraiment bien rodé, bien établi pour tout ce qui est la titrisation des classes d'actifs dont je parlais. Il y a quelques jurisprudences, mais qui n'ont pas changé grand-chose. Donc vraiment, c'est une grande certitude aussi bien pour le cédant des risques que les investisseurs qui cherchent un confort, bien sûr, juridique le plus abouti possible. Et là, on peut dire que c'est un régime qui est utilisé tous les jours. Le FCT, il y en a des centaines, et même peut-être des milliers qui ont été créés depuis l'origine. Et les banques l'utilisent tous les jours. Voilà. D'accord. Merci, Patrice. Quentin, j'ai une question qui est assez naturelle. Tu as participé à la structuration, à l'émission de différents ILS dans les principales juridictions, les Bermudes, Dublin, Paris également. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un petit peu ta vision des avantages et du fait que le FCT soit particulièrement adapté pour la titrisation de risques d'assurance, donc pour des ILS, et peut-être plus particulièrement pour un sidecar? Oui, tout à fait. Et Patrice a déjà rappelé les principaux points positifs du FCT. La plupart d'entre eux ne sont pas des points positifs qui annulent toute concurrence. Par exemple, solvabilité 2, le fait que si on utilise un FCT en France, la cédante a droit automatiquement à la reconnaissance réglementaire du fait que la CPR a donné son approbation, c'est quelque chose de très positif.
Cela étant, il est effectivement possible de faire la même structure en Irlande et la CBI, donc le régulateur irlandais, se rapprochera des autorités françaises pour que la CPR donne son agrément, enfin donne la reconnaissance réglementaire au titre de Solvability 2 pour le traité de réassurance. Donc ce genre de choses, c'est des plus, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui va nécessairement faire que tout le monde va aujourd'hui utiliser les FCT. Les autres points qui sont peut-être positifs, c'est que, notamment pour les sidecars, c'est que le FCT a la possibilité d'utiliser des compartiments. Et ça facilite les émissions, les programmes avec plusieurs émissions. Comme les sidecars tendent à être des structures annuelles renouvelables, eh bien, l'utilisation d'un compartiment permet de faciliter le renouvellement successif des sidecars année après année. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce qu'en Europe, il n'y a aucune autre structure. Enfin, il y a Malte qui a une structure de compartiment aussi, mais à part Malte, il n'y a pas de compétition qui ont cette flexibilité. L'Irlande, par exemple, ne l'a pas. Quentin, est-ce à dire que c'est moins adapté pour un cat bond ou Alors, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Il y a quand même des limitations à l'utilisation du FCT aujourd'hui sur lesquelles il faut travailler et qui, à mon avis, freinent son utilisation plus générale, notamment pour des structures syndiquées plus largement, comme les cat bonds, effectivement. Et notamment des limitations fiscales qui sont pas tout à fait idéales. Pour un sidecar sur lequel on vise un investisseur en particulier, ou en tout cas un petit groupe d'investisseurs bien particuliers, c'est peut-être un petit peu moins un problème. C'est-à-dire que certains investisseurs ne peuvent pas vraiment participer dans un FCT puisqu'il y a des contraintes fiscales qui les impactent négativement. Dans ce cas-là, on fait le sidecar avec d'autres investisseurs. Par contre, pour un cat bond qui a vocation à être distribué au niveau du marché général, eh bien, on se coupe peut-être de quelques investisseurs et c'est un peu dommage. Voilà. D'accord. Bon, c'est un point qu'on abordera tout à l'heure avec Edouard sur l'aspect fiscalité. Mais donc dans les grandes lignes, le FCT est bien adapté pour un sidecar qui est plus quelque part un deal privé qu'un cat bond qui a vocation à être un deal public, même s'il existe des cat bonds privés. Donc quelque part, un cat bond dans un deal privé pourrait fonctionner via un FCT sans forcément grande difficulté. Tout à fait, et j'ai même envie de dire que le FCT serait probablement plus adapté pour les raisons que Patrice a dit que d'autres juridictions en Europe ou ailleurs. Et les FCT publics, il y en a beaucoup. Bon, pas sur les ILS, mais sur les créances bancaires, il y a énormément de FCT publics. Et donc, il y a le visa de l'AMF qui est donné assez facilement. Et c'est très, très courant pour les investisseurs. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais en effet, il y a des possibilités, malgré le fait que ça soit un deal public, d'avoir des investisseurs qui viennent de juridictions, on va dire, exotiques ou offshore, et tout en investissant dans un FCT public. D'accord. Merci. Quentin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les particularités du FCT ou ça, jusque-là C'est peut-être un petit peu trivial, mais il y a un avantage quand même aujourd'hui qui est assez non négligeable, c'est la réputation de la place sélectionnée. Puisque, à part la France, les autres juridictions se trouvent dans des îles. Donc certaines cédantes qui pourraient être un petit peu sensibles à leur image de marque pourraient préférer éviter ces autres juridictions. Alors moi j'ai l'image et je vois donc Olivier qui hoche la tête dans un sens et Benoît éventuellement dans l'autre. Donc je ne sais pas, Benoît, tu veux peut-être intervenir sur le... Non, je réfléchissais à ce que disait Quentin sur les juridictions dans les îles, en effet, mais aujourd'hui il y a Singapour qui se développe, il y a le UK ou l'Angleterre, c'est en effet une île, mais probablement pas à mettre au même niveau que les Bermudes, Guernsey, Malte et l'Irlande, qui est probablement entre les deux. Donc, mais voilà, c'était le seul sujet de mon hochement de tête. Il y a aussi le Brésil qui est en train de réfléchir, a priori, Quentin, sur la faisabilité de domicilier des ILS au Brésil. Au Brésil, en ce moment, ils ne peuvent pas utiliser les ILS du tout. Donc effectivement, il serait peut-être temps qu'ils réfléchissent à l'utilisation et à la mise en place d'un régime adapté, effectivement. D'accord. Ok. Très bien. Merci, Quentin.
Olivier. Olivier, donc j'imagine que la CPR, depuis de nombreuses années, suit le développement des ILS, hein, puisque en tant que régulateur des cédantes françaises, vous êtes amené à regarder et à être interrogé par le régulateur local dans le cadre d'une émission, mettons, à Dublin ou à Londres. Est-ce que, suite à la première émission d'un ILS de droit français, est-ce que vous pourriez partager avec nous quelque part les principaux points de vigilance de la CPR dans le cas de l'obtention d'un agrément pour ce type de Bien sûr. véhicule? Donc effectivement, c'est un sujet que l'autorité de contrôle connaît de longue date, puisque non seulement il y a la partie assurance, mais la partie bancaire et les titrisation bancaire sont évidemment bien connues aussi. Et en effet, donc l'autorité de contrôle peut être dans deux situations, soit consultée par une autorité étrangère sur une opération faite par donc un cédant français, donc un organisme d'assurance ou de réassurance français, et donc s'intéresse évidemment aux motivations de l'opération, aux impacts que cette opération de titrisation peut avoir sur les résultats, sur la solvabilité donc, du cédant. Donc ça c'est le premier aspect. Bien sûr, ce qu'on regarde, c'est l'effectivité d'un transfert de risque. Ça c'est un point assez fondamental et évidemment par nature on cherche à vérifier que l'opération n'est pas quelque chose qui vise à faire un arbitrage entre normes, entre pays ou entre normes bancaires et normes assurance par exemple. Quand l'opération de titrisation est réalisée en France, évidemment, on va s'attacher aussi à vérifier que les exigences qui sont européennes, puisqu'elles sont fixées dans le règlement délégué, sont bien respectées. Ce sont des exigences qui sont de trois natures, et trois natures qui font assez écho aux trois piliers de solvabilité 2, c'est-à-dire d'exigences quantitatives liées à la solvabilité. Donc on va notamment, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, regarder le financement en totalité du véhicule de titrisation. On va aussi regarder un certain nombre de choses liées aux actifs dans lesquels le véhicule de titrisation va investir. Il y a ensuite un volet donc, lié aux aspects donc, de gouvernance, donc la gouvernance, le système de gouvernance dans lequel le véhicule de titrisation va fonctionner. Et enfin, le troisième pilier, si j'ose dire, c'est le reporting, classiquement, donc les déclarations qui vont être faites à la CPR. Donc voilà les principaux points, encore une fois, donc différents types de situations, soit une autorisation directement d'un véhicule, soit une consultation de la part d'une autorité étrangère. Mais ce qui est un point important, encore une fois, c'est que ce sont des exigences qui sont européennes et qui donc sont appliquées de manière uniforme au sein de l'Union européenne. D'accord. Stéphane, Quentin, le fait que l'agrément soit donné par la CPR, est-ce que ce n'est pas un élément de confort quand même supplémentaire pour les investisseurs de se dire que voilà, c'est quand même une autorité de contrôle réputée qui appose quelque part son visa sur le fait de pouvoir émettre un ILS depuis Paris? Stéphane, éventuellement? Oui, effectivement, c'est certainement un renfort ou quelque chose de positif. Maintenant, pour un investisseur, en fin de compte, il relie évidemment sur le manager du fonds qui, en lui-même, assure que les positions dans le fonds, en fin de compte, soient en conformité avec les régulations. Maintenant, comme Quentin a expliqué tout à l'heure, effectivement, c'est un avantage, mais il y a aussi d'autres juridictions, et même au-delà de l'Europe, il y a des juridictions qui sont, comment dire, admis en solvabilité 2 ou qui sont équivalents en solvabilité 2, d'où le commentaire de Quentin qui est très important. Mais à la base, et en fin de compte, effectivement, ça donne un confort. Et s'il y avait en fin de compte un choix entre un domicile qui est bien réglementé ou régulé par un régulateur européen avec solvabilité 2, par rapport à une juridiction qui est beaucoup moins connue, voire listée ou avec des doutes quelconques, ça serait un avantage, oui. D'accord. Benoît, on y reviendra, mais c'est
que ça peut avoir une importance pour Score dans le choix d'une juridiction? On y reviendra peut-être plus tard, mais rapidement, si tu as un ou deux mots. Certainement, c'est sûr que ça a un intérêt et que ça... d'autant plus pour Score qui est régulé par la CPR et contrôlé par la CPR, c'est évident que avoir un véhicule qui est directement approuvé par la CPR est un avantage. Et quelque part, c'est peut-être même plus facile pour le coup, puisque étant donné que l'autorité de contrôle est la même pour le véhicule que la cédante. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas le processus de coordination entre les deux autorités de contrôle. Et donc, c'est effectivement C'est simplifié, les mêmes interlocuteurs, finalement, puisque au sein de la CPR, les services sont spécialisés, et donc ce sont les mêmes interlocuteurs qui, finalement, vont traiter tout le processus, en effet, donc ce qui peut être un gain de temps. Ouais. Oui, puis il y a aussi une connaissance Et de connaissance, bien sûr, du portefeuille. du cédant. C'est, je pense, aussi important, comme je le disais, il faut bien comprendre les motivations de l'opération. Évidemment, quand l'interlocuteur et le service qui contrôle le cédant, c'est un gain de temps pour bien comprendre ses motivations. Oui, c'est important. Merci. Quentin, je ne sais pas si tu voulais éventuellement intervenir. Non, je pense que Stéphane a très bien résumé la situation. Au final, aujourd'hui, les investisseurs dans ce genre de structure sont des investisseurs qui ont une expertise technique dans ce domaine-là. Donc, on ne parle pas d'un investisseur lambda qui aurait besoin d'apprendre et de faire sa due diligence sur qu'est-ce que c'est qu'un ILS avant qu'il investisse. Dans ce cadre-là, effectivement, je pense que ces problématiques sont plus importantes pour les cédantes que pour les investisseurs. Au final, quand l'investisseur, on va lui présenter un investissement, on se sera de toute façon assuré à l'avance que l'investisseur est en position d'acheter le titre qui lui est présenté. Donc, ça n'empêche pas que l'investisseur doive savoir ce qu'il fait. Mais comme ce sont des investisseurs professionnels qui font ça depuis de nombreuses années, on peut quand même supposer qu'ils auront fait leurs recherches en amont sur le titre, sur la juridiction et les limitations des investissements qu'ils achètent. Cela fait sourire Stéphane, pour information. Je ne sais pas si tu le vois, Quentin, mais... Oui, effectivement, mais je pense que des investisseurs aujourd'hui sont de plus en plus institutionnels. Donc, c'est très souvent des investisseurs professionnels et évidemment bien informés. Et je pense les ILS avec un track record de 25-30 ans maintenant se sont établis, dans le monde d'investissement comme un instrument peut-être pas très bien connu, mais quand même connu et bien compris. D'accord. Bon, je vous remercie donc pour quelque part on a un petit peu parlé de ce premier thème qui est le fonds commun de titrisation, qui est le véhicule juridique qui est utilisé en France. Il y a un deuxième thème qui me semble intéressant d'aborder, et là je regarde Édouard. On en a déjà un petit peu parlé, mais il y a une fiscalité qui s'applique particulièrement au FCT, il y a des particularités, des inconvénients, des avantages. Est-ce qu'on pourrait bénéficier de vos lumières sur le sujet? En matière de fiscalité, le FCT est un véhicule très bien connu, bien cadré, avec un certain nombre de positions administratives de la part de l'administration fiscale qui viennent éclairer la façon dont il doit être traité. Mais le FCT supportant des risques d'assurance était, jusqu'à peu, on va dire, un peu un trou noir, parce que pour le coup, la plupart des positions administratives qui étaient prises autour du FCT écartaient expressément le FCT supportant des risques d'assurance. Donc, dans le cadre de la première mise en place de ce fonds commun de titrisation supportant des risques d'assurance, on a dû faire un travail de définition de quel pourrait être le régime fiscal de ce FCT supportant des risques d'assurance, et en reprenant un peu tous les impôts possibles, parce que l'objectif lorsqu'on structure un véhicule comme ça, c'est de s'assurer que sur le principal impôt qui va être l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de problème, mais également qu'il n'y ait pas d'autres frottements fiscaux significatifs qui viendraient obérer la performance financière pour les investisseurs. Donc il va falloir regarder non seulement tout ce qui est impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, mais également les flux, est-ce qu'il y a de la TVA, des frottements de TVA
TVA sur les flux? Est-ce qu'il y a de la contribution économique territoriale, parce que c'est un impôt de production important en France? Est-ce qu'il y a des droits d'enregistrement? Est-ce qu'il y a de la C3S, etc.? La litanie habituelle des impôts français. Et donc, sur ce travail-là, on arrive au final, après, à définir un régime fiscal qui soit satisfaisant et qui permette d'avoir un FCT qui fonctionne bien d'un point de vue fiscal. Et c'est ce qui a été défini et ce qui a été validé avec la direction de la législation fiscale pour ce premier FCT, supportant des risques d'assurance, donc avec une position certaine, puisque opposable à l'administration fiscale, venant dire ce FCT va avoir des caractéristiques fiscales qui de fait en fonctionnent bien, puisque si je reprends ma litanie précédente sur l'impôt sur les sociétés, quand même le principal impôt, le FCT lui-même fonctionne parfaitement parce qu'il est hors champ de l'impôt sur les sociétés, donc il n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés, donc il n'y a aucun impôt qui est dû au niveau du FCT sur les revenus. Donc ça en fait un véhicule complètement transparent, complètement neutre pour les investisseurs, sans frottement fiscal au niveau de l'imposition du revenu que le FCT peut dégager. Et après, bien sûr, se pose la question de la taxation des investisseurs, et on pourra y revenir après, mais au niveau des investisseurs, le principe de base va être un principe de transparence. Donc de mettre les investisseurs dans la même position que s'ils percevaient les revenus. Ce qui est un principe qui permet d'assurer à un investisseur qu'il ne va pas être taxé plus défavorablement s'il investit dans ce véhicule que s'il avait lui-même directement pris des risques d'assurance. Donc en renvoyant du coup à la fiscalité propre à l'investisseur en question. Ça, c'est pour tout ce qui est impôt sur les sociétés et imposition sur le revenu. Mais après, on a eu la législation fiscale française, confirmée par la DLF à nouveau, permet d'exonérer de TVA les flux concernant. Donc, pas de TVA à la fois sur les flux facturés par le FCT, enfin, autrement dit, sur les revenus du FCT, pas de TVA non plus sur les commissions de gestion qui vont être facturées. Donc, avoir dans cet écosystème financier qui ne supporte pas bien la TVA, d'avoir une neutralité fiscale en matière de TVA du FCT. Donc là aussi, c'était un point important pour pas obérer de 20 points les revenus, ce qui aurait été évidemment peu appréciable. Donc TVA, mais alors après, et puis après sur les autres impôts, à la fois sur les droits d'enregistrement, où on a pu avoir confirmation que l'achat de parts, la cession de parts, la création de parts n'est pas soumise à droit d'enregistrement. Il reste le droit de partage à la toute fin, mais peu significatif. Tout ce qui est contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, on a pu avoir confirmation également que la législation fiscale française n'atteignait pas ce FCT. Et enfin, la contribution économique territoriale, notre ancienne taxe professionnelle, qui aurait pu éventuellement atteindre ce FCT, mais on arrive à se convaincre et est confirmé par l'administration fiscale qu'on ne s'applique pas. Donc on arrive de cette manière-là à créer un véhicule qui soit le plus neutre possible d'un point de vue fiscal, pour ne pas créer de frottement fiscal vers du fait de l'interposition de ce véhicule. Donc c'était la première étape importante pour rendre ce véhicule possible. Donc on peut en conclure qu'il y a très peu de frottement. Au niveau du FCT, oui, on peut en conclure qu'effectivement, on n'aura pas d'incidence fiscale significative. Après, se pose la question des investisseurs, éventuellement, donc de la fiscalité des investisseurs et de savoir si la fiscalité des investisseurs qui vont rentrer dans le FCT peut être favorable ou pas. Alors, on en reparlera pour le coup, parce que c'est un point non négligeable. Benoît, pour Score, quand vous choisissez d'émettre un ILS, quelle que soit la forme, un cat bond ou un sidecar, mettons, comment vous choisissez la juridiction? Quelle est votre démarche et qu'est-ce que vous prenez en compte dans ce choix-là? Est-ce que typiquement la fiscalité est un point important pour vous? Certainement, oui, c'est important, notamment, et on y reviendra, mais pour l'accès aux investisseurs. Aujourd'hui, Score utilise les marchés ILS pour plusieurs instruments, de la réassurance, de la rétrocession collatéralisée, et notamment les cat bonds. Score émet des cat bonds depuis maintenant de nombreuses années. Pendant très longtemps, les émissions ont été faites depuis l'Irlande. 2 émissions ont été faites en 2018 et 2019 depuis l'Angleterre, et en 2020, de nouveau en Irlande. Au moment de choisir
le lieu d'émission d'un cat bond. On va prendre cet exemple parce que c'est probablement le plus simple. Il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu et je vais les lister. Ils sont probablement pas listés par ordre d'importance, mais un qui paraît évident pour tout le monde, c'est le fait que la législation ou la juridiction dans laquelle on émet doit être compatible avec Solvency 2, avec Solvabilité 2, pour que Score puisse en bénéficier. Ça paraît le premier point évident. Un autre point qui est assez important pour nous, c'est l'efficacité ou la rapidité de l'ensemble de l'écosystème qui va nous permettre d'émettre ce cas de monde. Donc c'est le régulateur, tous les fournisseurs de services annexes, les banques structureurs, les avocats, donc toutes les personnes qui vont nous aider à structurer le cas de monde. Et donc pareil, avoir une diversité d'acteurs à un instant T quand on décide d'émettre, pour nous c'est favorable. Donc il y a ces points-là, il y a la possibilité d'émettre plusieurs types de contrats, et donc là je comprends que le FCT le permet, donc que ce soit en dérivé ou en contrat de réassurance. Il y a la possibilité ou pas de faire pareil, je vais être comme Quentin, je vais pas savoir le dire en français, mais des programmes, c'est-à-dire que de ce que je comprends avec le FCT, et là peut-être que je me trompe, mais dès qu'on émet, il faut aller redemander l'approbation, même si on réémet un véhicule très similaire. Pour chaque compartiment, oui. Pour chaque compartiment. Oui. Mais on peut faire un programme d'émission type EMTN sans aller rechercher un agrément si ça a été validé dès le départ. C'est la création d'un compartiment qui est lui-même un émetteur distinct, en fait, qui fait qu'on doit aller rechercher l'agrément. Et bien sûr, sauf si Olivier dit le contraire, mais une fois qu'on a obtenu le premier, si les compartiments suivants sont similaires, comme on disait tout à l'heure pour un sidecar, il n'y a pas de raison que l'agrément ne soit pas accordé la deuxième fois. Donc ces possibilités-là, et tant mieux pour le FCT, sont importantes pour nous. Et enfin, être sûr que c'est une place d'émission qui est compatible pour les investisseurs, sachant que quand on émet un cat bond, et encore une fois, comme l'a dit Quentin, on essaye d'aller toucher le maximum d'investisseurs possible pour obtenir le maximum de support possible sur notre émission. Bien sûr, ouais. Et donc c'est là que c'est crucial d'être certain qu'en choisissant une juridiction, on ne se coupe pas, ne serait-ce que d'une petite partie des investisseurs potentiels. D'accord. Et du coup, dans votre approche, est-ce qu'on peut dire qu'elle est plutôt opportuniste dans le choix de la juridiction, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une démarche à long terme ? Alors, je vais essayer de dire les choses correctement. Je pense que Score n'est pas opportuniste dans son choix d'émission. L'objectif pour Score, c'est d'avoir à chaque instant de décision d'émission plusieurs choix. Parce que on sait très bien qu'à un instant T, potentiellement, un régulateur peut avoir d'autres sujets à traiter et être moins réactif, des fournisseurs de services qui sont moins présents aussi, et donc avoir l'optionnalité pour Score, c'est très important. Donc de ce point de vue-là, on est des acteurs de long terme, et on a fait le premier cat bond en Angleterre, et on a envie de supporter les différentes juridictions qui se lancent là-dedans. Après, à l'instant T de décision, probablement on est opportuniste parce qu'on va aller là où c'est le plus efficace pour nous. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas de connotation négative à opportuniste, hein, c'est l'optionnalité en fait, la pluralité de choix qui est important pour Score. D'accord, très bien, parfait. Du coup, éventuellement, Olivier, est-ce que si vous aviez des conseils à donner à un futur émetteur, mettons Score, par exemple. Je ne sais pas si je parlerai de conseils, puisque nous, notre activité de fond, c'est le contrôle, mais en termes de préconisation, je pense que c'est important de peut-être préparer, anticiper au mieux ces opérations, et comme on le suggère de manière générale sur des autorisations, il est toujours possible, ce n'est pas une obligation, mais il est toujours possible de déposer un dossier à blanc. Il n'y a d'ailleurs pas de coût d'enregistrement à la CPR lorsqu'on dépose un dossier à blanc ou un dossier officiel, ce qui permet, donc encore une fois, avant un dépôt officiel, d'identifier des points qui seraient soit insuffisamment clairs, soit bloquants pour l'autorisation. Et généralement, quand des organismes font ces démarches, la phase officielle va beaucoup plus vite, puisqu'en fait, on a déjà fait une analyse très, très poussée des choses. Donc, ce serait ma principale
préconisations, si j'ose dire, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, il est toujours aussi utile, dans le cadre des échanges réguliers entre les organismes et leurs services de contrôle, de pouvoir identifier assez vite quels sont les besoins de l'organisme pour que effectivement, nous, on puisse libérer des ressources et effectivement être en mesure de répondre dans les meilleurs délais quand on sait que vous avez une opération à faire. D'accord, c'est une phase d'itération. Et après, ensuite, effectivement, il peut y avoir des phases d'itération, mais on ne souhaite pas forcément faire trop d'itération non plus, parce qu'après, on conçoit bien qu'un des facteurs clés de ce genre d'opération, un des facteurs clés pour la réussite de ce genre d'opération, c'est la rapidité d'exécution. Donc, il s'agit de faire des itérations, mais à condition qu'elles soient bien sûr utiles, et que ça porte sur des éléments qui nous paraissent fondamentaux. Voilà. Après, effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, il peut y avoir une différence importante entre une première opération et les opérations successives, c'est-à-dire si ce sont des opérations qui sont répétées et qui présentent de très fortes similitudes par rapport à la première, il est bien évident que pour nous, ça va beaucoup plus vite à analyser et ensuite les conditions d'autorisation sont évidemment plus rapides. Donc, si je devais résumer, la principale préconisation que vous feriez, c'est idéalement de faire un test à blanc. Exactement. Pour commencer à poser les bases et puis être prêt le jour J quand il y a un réel besoin. D'accord. Très bien, parfait. Merci. Stéphane, une question pour toi concernant quelque part le poids des investisseurs, des fonds dans le choix d'une juridiction. Est-ce que tu penses qu'il y a une influence quelconque de la part des fonds ou des investisseurs? Et quand je dis une influence, c'est une influence directe, pas forcément indirecte, comme l'a un petit peu déjà indiqué Benoît. Effectivement, je pense que Benoît a fait quelques très bons points. L'influence que nous avons, que nous voyons des investisseurs sur l'influence ou le choix de la juridiction, je pense qu'il est plutôt moindre. Quand même, je pense la plupart des yield managers, et notamment Schroders, nous avons quand même une due diligence, je ne sais pas comment dire en français, qui nous oblige de regarder le lieu d'inscription du SPV ou du véhicule de titrisation. Et à ce moment-là, il y a quand même, je pense, une question d'acceptation d'ILS dans le choix de la juridiction. Et je pense que c'est quelque chose que les émetteurs sont très conscients. Et je pense qu'ils choisissent quand même les juridictions selon la possibilité des investisseurs d'accepter ou pas accepter le ILS dans les fonds ou dans les investissements qu'ils font. Il y a peut-être un autre point à mentionner, et je pense sous-jacent, on l'a touché plusieurs fois. Quand on regarde le marché ILS, il y a quand même deux grandes classes à distinguer. La première, c'est ce que je qualifie comme les transactions publiques. Transactions publiques, ce sont des transactions, notamment des cat bonds, qui ensuite ont aussi un marché secondaire sur lequel ces produits sont tradés. En revanche, il y a aussi ce marché qu'on qualifie un marché privé, lequel je qualifierais beaucoup plus un marché avec des investisseurs qui investissent et qui restent dans cet investissement jusqu'à la fin ou à l'expiration. Et je pense selon les deux groupes ou les deux classes qu'on regarde, il y a aussi une question de la juridiction derrière. Et donc, par exemple, les Bermudes se sont bien établis avec un régime de 144A pour les cat bonds qui aujourd'hui est bien rodé et bien accepté. Et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. Voilà, enfin, juste quelques idées sur l'espace ILS de plus. D'accord.
Sachant que le FCT, j'allais le Ouais, dire, voilà. en fait, le FCT peut émettre, et également aux États-Unis, avec un placement 144A, c'est des choses qui se sont vues, C'est tout à fait qui ont faisable. été faites, oui. D'accord. Alors, pas sur les ILS, puisque ça s'est pas encore développé là-dessus, mais Ça notamment nécessite sur les CMBS, par exemple. ça nécessite des adaptations particulières ou finalement c'est assez... non, c'est surtout les contraintes US, en fait, qui s'appliquent. Donc, il faut se conformer aux contraintes du placement 144A. D'accord. Mais le FCT, étant un véhicule réglementé en France, bien connu, il peut très bien émettre sur les marchés, y compris les placements 144A. D'accord. Et donc, du coup, on se couperait un petit peu moins des marchés, Bah, mettons... Pour les grands deals syndiqués avec beaucoup de taille, aujourd'hui sur le marché, c'est tous des deals 144A. Oui. L'autre juridiction qui est utilisée, mais pour des deals plus petits, plus privés, c'est la 4.2. Mais ouais. Donc c'est par exemple pour Score, c'est indispensable d'émettre en 144A. D'accord. Ce qui, pour le coup, paraît n'est pas impossible. Et moi, j'ai peut-être une autre question sur le FCT. Là, parce qu'un retour qu'on a eu de pas mal d'investisseurs, c'est que les documentations, il faut qu'elles soient sujettes aux lois, soit de New York ou soit pour les émissions en Angleterre, aux lois anglaises. Est-ce que c'est possible d'émettre un FCT oui. sous loi de New York? Oui, alors le régime légal en fait de fonctionnement du FCT est bien sûr français, mais le passif du FCT et même l'actif peut être acquis en droit étranger. Donc le FCT peut très bien souscrire un contrat de droit anglais pour se voir transférer les risques. Et le passif, comme je disais tout à l'heure, est très très flexible, puisque le FCT peut émettre dans tous les droits possibles et imaginables des titres de dette. Et c'est pour ça que, alors, il n'y en a pas tous les jours, bien sûr, mais il y a eu des placements 144A, notamment, je disais, pour les gros CMBS qui étaient placés aux États-Unis il y a quelques années. Et on utilisait très très fréquemment les 144A. Donc, tous les espoirs sont permis. Voilà. Donc, droit de New York, droit anglais. On a vu aussi des émissions en droit australien. C'est très flexible. Benoît, juste pour nous, un deal privé, c'est à partir à partir de quel seuil on bascule dans un deal public, a priori? Alors, je crois qu'il n'y a pas de seuil, mais aujourd'hui, grosso modo, et Quentin peut-être sera encore mieux à même de répondre, mais j'aurais tendance à dire que les deals privés, ils vont être considérés entre 20 et peut-être jusqu'à 100, mais entre 20 et 75, et au-delà de 100, c'est souvent des deals publics 144 ans. Quand tu parles de deal privé, tu parles uniquement de... Là, je parlais de 4 bonds. 4 bonds. Donc, tu as quand même des 4 bonds à 20 millions, ça te semble... Ça c'est arrivé, c'est rare. Oui. C'est rare. Quentin, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'était effectivement... il y a une dizaine d'années, les investisseurs ILS avaient probablement moins d'expérience et donc attendaient plus de la cédante qu'elle fasse l'effort de transformation. Aujourd'hui, et Stéphane pourra certainement en parler, la plupart des investisseurs ILS qui ont atteint une certaine taille sont à même d'offrir des propositions de réassurance directement aux cédantes, et ensuite ils s'occupent eux-mêmes de la transformation en titre financier. Donc les ILS privés, les 4 bonds privés ont tendance à petit disparaître, et je pense que ça va continuer comme ça. Le 144A a l'avantage en fait de pouvoir baisser la spread par la création d'une compétition entre les différents investisseurs et la création d'un prix de marché. Sur les deals privés, c'est pas le cas. Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas... Si on peut utiliser une structure que l'investisseur possède déjà, ça rend toutes les choses beaucoup plus simples. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a assez peu de deals privés aujourd'hui. D'accord. Merci Quentin. Je te laisse la parole sur un sujet qu'on a déjà abordé, savoir si, quelque part, tu considères que le développement de la place de Paris pourrait donner des vocations à des nouveaux investisseurs. Alors, je pense que je vais donner une réponse normande. Donc, c'est non et oui. C'est-à-dire que c'est non parce que les investisseurs français peuvent déjà investir dans les ILS aujourd'hui. Il y a 2 grands investisseurs ILS français aujourd'hui. C'est donc AXA IM et puis les collègues de Benoît, Score Atropos, et puis Score Investment Partner plus généralement. Et ils investissent déjà dans les ILS. Et donc dans les ILS qui sont pas faits par des FCT. Donc c'est possible.
Cela étant, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine méconnaissance en France de comment les ILS fonctionnent et de comment on peut investir dans ces ILS. Et dans ce sens-là, promouvoir la place de Paris, démontrer que les FCT, qui est un actif comme Patrice l'a bien expliqué, qui est très familier des investisseurs français, ça c'est très positif. Cela étant, au final, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt les cédantes qui ont à bénéficier d'un régime FCT efficace que les investisseurs. C'est-à-dire que c'est des cédantes françaises en particulier, européennes de façon plus générale, qui pourraient voir dans un système de FCT efficace une alternative qui leur permette d'avoir accès au marché de capitaux de façon plus simple et efficace que passer par l'Irlande. Et puis l'Angleterre avec Brexit et les incertitudes qui s'y accompagnent. D'accord. Ou Bermude avec les problématiques éventuellement d'image, comme le mentionnait Benoît. Oui, mais alors les Bermudes, c'est plus compliqué parce que les Bermudes, pour les ILS, ce n'est pas dans le cadre de Solvabilité 2, ouais. C'est la réassurance qui est dans le cadre qui est Solvency 2 équivalent. Et donc, pour les ILS aux Bermudes, ça veut dire qu'il faut aller voir la CPR à chaque fois qu'on fait une transaction aux Bermudes et leur demander de valider la transaction aux Bermudes. Bon, si on ne le fait pas, la CPR peut toujours, je parle, Olivier, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais vous avez un droit de regard sur ces transactions-là. Quand on fait par exemple un cas de monde en Irlande, la CBI va appeler les équipes de la CPR et se coordonner afin qu'il n'y ait pas d'incertitude. Dans le cadre des transactions aux Bermudes, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Alors, puisqu'on est dans des histoires un petit peu offshore, Édouard, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les juridictions qu'utilisent les investisseurs et qui ne sont pas forcément compatibles avec un FCT? Oui. Dans le cadre du régime de transparence que j'évoquais tout à l'heure, ça veut dire que l'investisseur va être taxé en France comme s'il percevait directement le sous-jacent. Et le sous-jacent, c'est des produits qui peuvent être soumis à retenue à la source française. Et donc, de ce point de vue-là, pour éliminer cette retenue à la source, la solution qui s'impose et qui marche très bien, c'est d'avoir des investisseurs qui sont localisés dans des pays avec des conventions fiscales avec la France, qui à ce moment-là permettront d'éliminer la retenue à la source. Donc, ça ouvre. Donc, c'est en ça que le FCT va être plus efficient, ou en tout cas va éliminer tout frottement fiscal pour des investisseurs localisés dans ces pays avec convention fiscale. Alors, pays avec convention fiscale, la France est un des pays, avec le Royaume-Uni d'ailleurs, à avoir le plus de conventions fiscales au monde. J'ai pas le décompte et j'ai perdu le décompte, mais on doit être proche de 150 à 170 conventions fiscales. Donc en fait, ça couvre la quasi-totalité des pays, sauf justement les pays offshore qu'on évoque, donc que ce soit les Bermudes, les îles anglo-normandes, et quelques autres îles paradisiaques comme ça, à tout point de vue. Donc c'est vrai que dans l'efficacité du FCT, elle sera parfaite pour l'investisseur qui aura le bénéfice d'une convention fiscale, qui pourra être dans un pays avec convention fiscale. Elle le sera beaucoup moins sur ces pays, sur ces véhicules offshore. Après, ces véhicules offshore eux-mêmes, ces investisseurs offshore eux-mêmes, l'utilisation de conventions fiscales peut faire partie de leur monde de structuration eux-mêmes. C'est-à-dire que dans l'architecture de fonds d'investissement ou de véhicules d'investissement qui peuvent parfois avoir des composantes offshore, il peut y avoir aussi des filiales, des structures qui sont, elles, dans des pays avec convention fiscale. L'Irlande, l'Angleterre, le Luxembourg sont des localisations coutumières pour ce type de fonds. Donc on a aussi de ce point de vue-là une certaine adaptabilité du côté des investisseurs qui peut permettre de rentrer dans ces FCT français. C'est ce qu'évoquait Patrice dans la structuration. Qui était oui, on voit souvent des investisseurs, par exemple américains, qui passent par une structure au Luxembourg pour ensuite que cette structure investisse directement dans le FCT en France, et ça fonctionne de façon assez classique. Pas que pour les ILS, mais pour toute forme d'investissement, notamment dans le private equity. D'accord. C'est assez habituel en fait. D'accord. Et j'ai cru comprendre quand même, Stéphane, que beaucoup de fonds
utilisés pour les ILS sont situés aux îles Caïmans. Alors, je ne sais pas si ça représente une majorité ou pas, mais ma question est la suivante. Comment flécher les investisseurs ILS, non pas vers des fonds qui sont situés dans des juridictions offshore et pas forcément compatibles avec le FCT, mais plutôt dans des juridictions, on va y arriver, en 3 lettres, européennes? Premièrement, je pense c'est pas la plupart des fonds qui sont enregistrés au Caïman. Il y en a quand même beaucoup de fonds et aussi de fonds ILS qui sont enregistrés en Luxembourg, mais aussi aux Bermudes. Mais afin de pouvoir répondre vraiment à cette question, je pense qu'il faut aussi regarder qui sont et d'où proviennent les investissements ILS, actually. Pardon, je tombe parfois en anglais parce que toute la journée je parle en anglais, pas en français. Mais pour revenir à la question, nous estimons qu'à peu près 50% des investissements ILS proviennent des États-Unis. Ensuite, il y a quand même des marchés qui allouent énormément aux ILS. Ce sont le UK, Europe et notamment les pays qu'on qualifie nordiques, la Scandinavie et aussi la Suisse. Et donc, ces investisseurs-là ont, besoin des domiciles des fonds parfois un peu différents que les investisseurs US. Après, il y a aussi les investisseurs qui proviennent de l'Australie, du Japon et de la Corée et aussi du Canada. Donc il y a quand même un paysage assez large auquel il va falloir répondre. Et la réponse, effectivement, se trouve d'une part dans la fiscalité, d'autre part aussi dans l'acceptabilité des véhicules de titrisation, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et où je suis d'accord avec l'analyse qu'on a fait tout à l'heure, c'est que, effectivement, le FCT et la France profitent des conventions fiscales avec pas mal de pays, mais la France n'est pas le seul pays qui a cette acceptation mondiale. Donc, rajoutons à cette discussion, c'est notamment l'aspect États-Unis, où les investisseurs américains sont habitués à des structures aux îles Caïmans. Malgré ça, on les voit quand même investir, comme on a entendu, ailleurs, comme au Luxembourg ou aux Bermudes. Donc voilà, j'espère que ça donne un peu plus de vision sur l'espace qu'on voit, et je serais très intéressé d'entendre aussi l'analyse de mes collègues sur le panel sur cet aspect-là. Et Mathieu, si je peux me permettre, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le FCT, il faut pas considérer cette problématique indépendamment. En fait, aujourd'hui, il y a des alternatives. Les investisseurs sont efficients, ils vont choisir là où c'est le plus efficace pour eux. Et si le FCT présente des limitations, eh bien, ils n'investiront pas et c'est tout. Et malheureusement, c'est un peu, en fait, l'ONUS est sur la place elle-même pour s'organiser afin qu'elle soit efficiente et non pas demander aux investisseurs de faire cet effort-là. Il y a aussi des habitudes qui ont été prises, puisque le marché, historiquement, évidemment, n'était pas en France. Donc, les véhicules ont toujours été, de façon historique, en dehors de France. Donc, il y a aussi un travail d'éducation, en fait, parce que, les structures, on arrive à peu près, comme on vient de le dire longuement, au même résultat, et même parfois mieux sur certains aspects. Mais sauf que les habitudes ayant été prises en Irlande ou au UK ou aux Bermudes, forcément c'est plus simple d'aller là où on sait que ça a déjà été fait, et plusieurs fois, mais il suffit, comme l'a fait CCRE, d'amorcer une pompe peut-être pour que ensuite ça permette à d'autres cédants ou d'autres investisseurs de s'intéresser à un autre type de véhicule qui offre a priori les mêmes garanties et parfois même plus de confort juridique. Il faut lutter contre ce... C'est l'historique du marché des ILS qui veut ça. C'est un produit, comme on a dit, 50% des investisseurs sont américains. Donc,
forcément la place de Paris et pas leur... Non, évidemment. leur, On voit un certain dynamisme avec Singapour qui se développe. Hong Kong aussi, je crois, essaie de faire quelque chose. On a évoqué le Brésil. Donc, bon, il y a un enjeu stratégique. Je suppose Singapour sera du droit anglais. Donc, Stéphane, tu l'as déjà un petit peu abordé, mais est-ce que tu pourrais nous repréciser quelque part ce qui pourrait permettre à un fonds ILS, tel que Schroders par exemple, de mettre en avant et d'orienter ses clients sur des ILS localisés sur la place de Paris spécifiquement? Bonne question. Je pense c'est toujours une question d'offre et demande. Notamment aujourd'hui, il n'y en a pas énormément de ILS sur la place de Paris. Donc, si on arrivait à augmenter le nombre d'ILS qui sont émis à partir de la place de Paris, je pense ça pourrait permettre. C'est un effet boule de neige, en fait, qui doit être recherché quelque part. Oui, enfin, bon, si moi je regarde au moins l'univers européen, maintenant je suis un Européen convaincu, du coup, moi, je vois qu'il y a quand même Covea, qu'il y a Generali, qu'il y a Unipol, qu'il y a Achmea, et je ne parle même pas de la SCOR, qui est un réassureur et travaille à l'international. Mais si on regarde que les Européens qui ont récemment émis des ILS, je pense s'il y en avait une initiative que ces cédantes ou ces émetteurs utilisaient la place de Paris, ça permet effectivement d'amorcer la pompe, comme ça a été dit tout à l'heure, afin d'attirer beaucoup plus d'attention. Je suis très intéressé d'entendre Quentin sur cet aspect-là, ça serait bien. Maintenant, ce qu'a fait la CCR avec son sidecar, effectivement, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est une transaction que je qualifierais plus ou moins privée, car elle manquait de la visibilité énorme sur la place mondiale des investisseurs ILS. Tout à fait. Alors, juste sur ce dernier point, la vocation, c'est déjà de commencer à défricher un petit peu le terrain avant de partir sur des transactions beaucoup plus larges. Mais Quentin, si tu souhaites rebondir sur le point de Stéphane. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les cédantes ont le choix entre la réassurance traditionnelle et les ILS. Aujourd'hui, faire un cat bond, ça coûte au minimum pour une nouvelle cédante, pour une transaction indemnitaire, $1 million, et je ne parle même pas des frais de courtage ou de structuration qui pourraient s'y appliquer en deçà de ça. Donc, et comme on l'a fait remarquer aussi, un des intervenants l'a fait remarquer, une documentation de cat bond, c'est 300 pages, un contrat de réassurance, c'est 20 pages, dont sur les 20 pages, il y en a 10 qui ne servent à rien. Donc, quand on regarde ça, il y a quand même une barrière à l'entrée pour les ILS qui est non négligeable. Ce qu'il faut, c'est faciliter tout le travail d'entrée pour les cédantes, pour qu'elles puissent plus facilement avoir accès aux ILS, pour que ce ne soit pas un travail de longue haleine, quelque chose qui prenne 9 mois, comme c'est le cas pour une cédante aujourd'hui. Une cédante qui souhaite faire un cat bond pour la première fois, elle commence en janvier et avec un peu de chance, son cat bond il est émis à la fin de l'année. Et c'est très difficile d'accélérer cette timeline parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour faciliter le processus, que ce soit parce qu'on a un régulateur qui est réactif et qui est supportif, et donc, comme Olivier l'a dit, par exemple, avec des initiatives en amont qui permettent de faciliter le processus, ça c'est très très bien. Que ce soit parce qu'on a un écosystème local avec des fournisseurs de services qui sont efficients, expérimentés, désireux d'aider, parce que voilà, c'est quelque chose qui les fait vivre et qui n'est pas auxiliaire pour eux. Que ce soit parce qu'on a un environnement fiscal qui favorise les investisseurs, leurs investissements à des conditions tarifaires avantageuses et compétitives par rapport à la réassurance traditionnelle. C'est tout ça c'est toutes ces problématiques auxquelles il faut répondre en amont pour que en fait, quand la cédante se pose la question de est-ce que je veux faire un cat bond ou pas, elle voit des avantages et pas tout un tas d'inconvénients.
C'est vraiment ça la problématique aujourd'hui pour la place de Paris et qui pourrait assurer son succès. D'accord. Benoît, non, tu n'as... Ok. Alors, du coup, j'ai une question suivante pour Édouard. Alors, elle est un petit peu... comment dire? Suite à la discussion qu'on a eue, elle peut paraître comme ça un petit peu inappropriée, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les contraintes fiscales en France peuvent apparaître finalement comme un avantage dans le cadre, dans l'environnement où maintenant les investisseurs recherchent des investissements ESG compatibles? Est-ce que le fait d'avoir une fiscalité qui est escalée, on va dire qu'elle est raisonnable, est-ce que quelque part ce n'est pas un avantage dans cette démarche ESG? Et là... J'ai rarement des clients qui viennent me dire faites-moi payer plus d'impôts. Mais bon, ça va peut-être venir. Non, ceci oui, mais étant... est-ce que c'est pas la démarche pour le coup? Est-ce que maintenant ce n'est pas la démarche de dire voilà... C'est vrai que il y a clairement depuis quelques années maintenant un mouvement dans un certain nombre de grands groupes français autour de s'écarter d'un certain nombre de juridictions qui sont trop marquées comme étant peu transparente et très agressive, y compris sur le plan fiscal. La dimension fiscale étant une dimension, mais en plus de dimensions de blanchiment et autres problématiques de ce genre-là. Et donc il y a quand même clairement un mouvement d'un certain nombre d'investisseurs autour d'une thématique visant à dire on ne va pas aller dans des juridictions trop agressives, et souvent dans les îles paradisiaques qu'on évoque. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi un autre élément qui est que on voit qu'on a de plus en plus, là c'est presque au niveau ambiance générale, un mouvement de dire on va regarder le taux effectif d'imposition des grands groupes français ou étrangers en disant comment ça se fait qu'ils payent aussi peu d'impôts au global. Donc effectivement la pression en tout cas, y compris des autorités, pousse à ce qu'il y ait un minimum d'imposition quelque part. Donc, est-ce que... Alors après, il faut lutter contre une recherche contre les mouvements de recherche d'efficience, d'habitudes aussi qui ont été prises. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance là-dessus à déterminer où est le taux efficient. Qu'est-ce qui est... Stéphane, éventuellement, qu'est-ce que tu en penses du fait que c'est quand même compliqué d'avoir d'un côté des investisseurs qui demandent d'avoir des transactions qui respectent certains critères ESG et en même temps d'avoir une optimisation fiscale qui te permette finalement d'avoir quasiment zéro impôt sur le produit de ton véhicule? Oui, et merci pour cette question vraiment, vraiment difficile. Encore une fois, peut-être je vais revenir rapidement sur la constitution de la base d'investisseurs là-dessus. Donc, parce que ça joue un rôle dans la discussion. Les discussions ESG que nous avons sont notamment avec des investisseurs non américains. La grande partie des investisseurs américains, n'ont pas encore des grandes, considérations autour de ce sujet. En revanche, maintenant, si nous avons ces discussions, ce sont des discussions avec des fonds de pension qui, en fin de compte, investissent au bénéfice de leurs participants dans le long terme. Maintenant, un des arguments que nous voyons, c'est que les gens, qui ont contribué au fonds la retraite, qui sont en fin de compte gérés par ces fonds de pension, ont leur imposition en fin de compte quand les retraites seraient payées un jour dans les pays respectifs. Là-dessus, on peut quand même voir la question de la fiscalité, une question qui est un peu, à distinguer entre le produit d'investissement en lui-même et le bénéficiaire en fin de compte. Et je pense, quand on commence à discuter l'aspect ESG par rapport à la fiscalité d'investissement ULS, je pense qu'il faut quand même prendre une vision très très large. Oui, tout à fait. Merci Stéphane.
Bon, on se rapproche tout doucement de la fin. Olivier, on a bien vu donc que le développement de la place de Paris, donc on en est vraiment à ses prémices, sont les débuts. Néanmoins, cette recherche de diversification de sources de capital est quand même malgré tout un élément stratégique. On voit le Brésil qui commence à réfléchir à se doter d'une juridiction adaptée. Singapour, Hong Kong sont dans cette même démarche. Singapour est bien avancé sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est la position de la CPR et si la CPR prévoit d'émettre des recommandations ou ce genre d'éléments pour promouvoir en quelque sorte la place de Paris? Oui, en effet, le fait que la titrisation soit un moyen important de diversifier les sources de financement et de mieux répartir les risques, c'est un considérant du règlement européen sur la titrisation et qui fixe un cadre général pour la titrisation au sein de l'Union européenne, que ce soit pour la titrisation bancaire et la titrisation en assurance. Donc oui, ce principe, il existe dans les textes. Dans ces textes aussi, il y a aussi cette idée, et c'est avec le recul des crises passées, sur le fait d'avoir des titrisation qui cherchent à être simples, transparentes, le plus standardisées possible. Donc ça nous paraît aussi un élément important pour favoriser le développement de la place de Paris, d'aller vers ce type de développement maîtrisé des outils de titrisation, ce qui est aussi un élément important pour apporter la confiance aux investisseurs. Et ça, c'est, je pense, un gage important à donner aux investisseurs. En plus, effectivement, d'avoir des opérations qui sont revues et autorisées par un superviseur comme la CPR, qui a comme pour ambition d'être superviseur de référence au sein de l'Eurosystème. Donc voilà, ces éléments-là qui sont importants à mon sens. En termes de recommandations, c'est difficile de répondre à ce stade. On a déjà un cadre normatif qui est assez complet, avec pas mal d'éléments qui viennent à la fois du Code monétaire et financier, qui permettent, qui rendent possible la création de ces fonds communs de titrisation. Il y a des éléments du règlement délégué, du Code d'assurance. Donc et à cela s'ajoutent aussi des notices publiées par la CPR sur la gestion des risques, des orientations de l'autorité européenne des assurances. Donc voilà, il y a déjà un cadre assez volumineux. Je pense que s'il y avait recommandations, il faudrait sans doute que le supérieur prenne un peu le temps d'observer comment ce marché en France se développe avant d'émettre des recommandations. Bien sûr, d'accord. Merci beaucoup. Alors, bon, pour conclure, je poser une dernière question qui va s'adresser plus à Benoît, Stéphane et Quentin. Toujours sur le développement de la place de Paris, quels sont pour vous les aspects positifs d'un tel développement et est-ce que vous considérez quelque part que ça ne se limite pas au seul émetteur potentiel français, mais que ça soit éventuellement pan-européen? Benoît, éventuellement, si tu veux commencer. En effet, moi je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se limite aux émetteurs français et les émetteurs européens, tous ceux qui ont été cités par Stéphane, sont des candidats potentiels à une juridiction qui est en France, en Europe continentale et qui a tous les avantages en termes d'approbation d'un régulateur. Donc là c'est sûr qu'il y a d'autres candidats que les sociétés françaises. Et ensuite, les aspects positifs d'un point de vue émetteur, donc, du point de vue de score, c'est encore une fois de créer l'optionnalité, je me répète, mais c'est un aspect positif, et de créer l'optionnalité dans un environnement global qui est très sujet aux soubresauts réglementaires et législatifs, et je pense au Brexit, aux juridictions qui sont mises sur des blacklists par l'Union européenne et qui peuvent poser des problèmes. Donc en effet, il y a plein d'aspects positifs à avoir. D'accord. Une législation française. Mais en deux mots, c'est optionnalité et stabilité. Exactement. Bon. Merci. Quentin, éventuellement? Je pense qu'il faut rappeler que d'abord, la tendance à long terme du marché des ILS, elle est extrêmement favorable. Il y a déjà une demande très forte des cédantes, une demande très forte des investisseurs à cause de tendances macroéconomiques de fond qui ne vont pas s'arrêter. Dans ce cadre-là, je pense qu'il est absolument vital de voir des places comme la place de Paris se développer
Comme Benoît l'a dit, c'est plus de choix et la place de Paris a de grandes qualités. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est résoudre les quelques petits problèmes techniques qui empêchent une application plus large. Aujourd'hui, la place de Paris, elle marche bien pour certaines classes d'ILS. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est maintenant travailler là-dessus afin de l'étendre à d'autres produits pour qu'on puisse viser plus de cédantes et plus d'investisseurs. Et notamment en commençant par les cédantes françaises, puisque ce sont elles qui ont la vocation principale à l'utiliser. Et puis une fois que ça marche bien avec les Français, de progressivement étendre ça aux Européens, et puis pourquoi pas au-delà de l'Europe même, puisque comme Patrice l'a indiqué, le système est extrêmement robuste. Merci Quentin. Stéphane? Il y a très peu à rajouter vraiment. Peut-être je terminerai avec une anecdote, car j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec un régulateur au Singapour. Et ce régulateur au Singapour, il a essayé de m'expliquer pourquoi ils mettent autant d'efforts derrière le développement de la place de Singapour. Et ce que je trouvais remarquable, c'était pour eux, le changement de climat va avoir de conséquences. Et une des conséquences, ça sera le besoin de transférer de plus en plus de risques. Et afin de pouvoir faciliter ce transfert de risques, notamment pour la région Asie Sud-Est, Singapour a décidé à promouvoir Singapour comme une place d'ILS, car ils reconnaissent ce fonctionnement, ce transfert de risque va évidemment dans le long terme contribuer positivement au développement économique de l'Asie Sud-Est. Et je trouve ça donne peut-être une idée comment d'autres juridictions, comment d'autres places regardent cette partie économique. Et comme je dis, je trouvais ça assez remarquable. D'accord. Merci Stéphane. Bon, il y a clairement un enjeu stratégique finalement, au développement des ILS et d'une juridiction spécifique. Je vous remercie tous les 6 d'avoir participé à cette première émission. Merci beaucoup et Merci. j'espère à bientôt. Merci. Merci.